Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg. Toute l'Europe revient aujourd'hui sur un sujet de préoccupation croissant pour les citoyens européens, les pesticides. Nous recevons aujourd'hui Éric Andrieux, bonjour, Bonjour. eurodéputé socialiste français, Mhm. et vous avez récemment présidé la commission spéciale justement du Parlement européen sur les procédures d'autorisation des pesticides. Ce sujet est entré dans l'actualité de manière assez forte, notamment avec l'affaire du glyphosate, mais ne s'agit-il pas de la face, on va dire, émergée de l'iceberg? Est-ce que l'Europe n'a pas un problème beaucoup plus général avec sa consommation de pesticides? Euh, Disons que pour la commission pesticides, hein, la naissance de la commission est liée à la fois à ce qu'on appelle d'ailleurs toujours les Monsanto Papers, c'est-à-dire les révélations faites que la société Monsanto donc, avait caché des éléments de véracité sur la dangerosité de la molécule du glyphosate. Et que dès lors qu'on a eu l'impression d'être pris finalement en tenaille, on est des législateurs, et on avait des avis divergents du monde de la science et des interrogations sur le monde de l'industrie. Donc on a voulu effectivement évaluer le protocole d'autorisation des pesticides et des molécules quant à la mise en œuvre sur le marché. Et effectivement, ce n'est pas un problème de face caché ou pas caché, donc c'est que c'est un problème d'abord sérieux, vous l'avez évoqué, et je pense qu'il faut que nous, en tant que législateurs, nous nous donnions les moyens de garantir de la santé humaine des 500 millions de citoyens européens. Et que, de fait, il faut que ce qu'ils consomment, que ce soit du solide ou du liquide, soient exempts de toute matière nocive et qu'ils soient garants de la qualité des produits qu'ils ingèrent. Et c'est sur cette base-là que nous avons conduit le travail. Et effectivement, on voit bien qu'en matière de santé humaine, il y a des enjeux majeurs et les protocoles d'autorisation ne sont pas à la hauteur des enjeux. Qu'en matière de biodiversité, les enjeux ne sont pas minces aujourd'hui et nous allons l'évoquer, j'espère. Et là encore, le travail sur les pesticides ou sur l'homologation ou l'autorisation ou l'interdiction ne sont pas à la hauteur. Et que donc il faut vraiment, c'est un véritable chantier et que les choses ont évolué, l'agriculture a évolué, l'industrie a évolué, l'information des citoyens a évolué, les exigences des consommateurs, et c'est bien heureux, ont évolué. Donc tout ça fait partie d'un contexte global dans lequel nous devons agir en tant que législateurs. Il y a pourtant une directive qui existe, elle date de 2009 et elle est à l'ordre du jour de cette session plénière parce qu'on est en train d'évaluer son application et elle est censée, cette directive, permettre une utilisation des pesticides qui soit compatible avec le développement durable. Avant d'entrer un petit peu dans le détail de ce que dit cette directive, est-ce que tout simplement pesticides et développement durable, ce sont des mots qui vont ensemble? Alors moi je pense que non, c'est-à-dire les pesticides de synthèse effectivement posent un problème. Pour autant, si on utilise ces pesticides, parce que dans les pesticides il y a les trois catégories, il y a les fongicides, donc il y a les herbicides, il y a les insecticides. Voilà, donc il faut savoir de ce dont on parle. Et effectivement, si on doit utiliser, en fait de principe, c'est lorsqu'il y a un nuisible qui se pose sur un végétal ou dans un animal, il faut pouvoir l'éliminer. Et donc il y a différentes manières. Donc soit on procède par de l'agronomie, par de l'anticipation, soit par de la chimie. Donc et là on parle de la chimie. Et dès lors qu'il y a des procédés chimiques, il faudrait pouvoir intervenir lorsque tous les procédés naturels ont été utilisés. Et en dernier ressort, pour éliminer les pesticides en général. Puisqu'il n'est pas question de défavoriser l'agriculture donc, ou de la mettre en péril, il est question de l'aménager au regard des exigences. Et donc c'est ça dont il est question aujourd'hui. Donc effectivement, pesticides et développement durable, a priori ça peut paraître antinomique, mais dès lors qu'on l'utilise avec parcimonie d'une part et à bon escient, on doit pouvoir trouver des justes équilibres. Cette directive, elle a donc 10 ans. Avec un peu de retard, la Commission européenne a fait un rapport d'évaluation. Elle devait permettre de réduire l'usage des pesticides, ça n'a pas été le cas. Elle devait permettre le développement de méthodes agricoles alternatives, ça n'a pas été le cas. Les États membres devaient mettre en œuvre des plans d'action nationaux, ça n'a pas été le cas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce comportement que je crois que vous qualifiez d'hypocrite de la part des États membres? Bien sûr, c'est-à-dire le problème du droit, c'est vrai pour une directive, donc, et comme pour un décret ou une loi en France, c'est qu'on peut voter les plus belles lois du monde, si nous n'avons pas les moyens de les contrôler dans leur mise en exécution, ça ne vaut pas. Et c'est le cas de cette directive-là. C'est-à-dire la directive a dit, nous avions dit déjà en 2012 qu'il fallait vraiment que les États membres se donnent les moyens du contrôle. On voit bien, et c'est vrai d'ailleurs pour la question des pesticides, comme c'est le même problème pour les contrôles de la viande, hein, on vient d'avoir un phénomène avec la viande donc, polonaise, c'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens d'un contrôle harmonisé.
Et il faut que les États membres prennent leurs responsabilités, qu'ils arrêtent de crier sur l'Union européenne. Ils sont l'Union européenne. Et lorsqu'il y a une directive qui est publiée ou décrétée au niveau européen, il faut que les États se donnent les moyens de l'exécuter à travers le contrôle. Et effectivement, à l'évidence, le rapport Gutland que nous avons voté cette semaine montre bien que les États n'ont pas été à la hauteur des enjeux et que nous avons posé dans ce rapport des exigences claires. Alors il y a eu un événement intéressant le 25 janvier dernier, puisque les États se sont mis d'accord sur des indicateurs harmonisés à l'échelle européenne. C'est un grand pas. Maintenant, ce n'est pas suffisant, parce que le même jour, les États refusaient le protocole donc, lié aux pesticides à l'échelle européenne, par rapport aux pollinisateurs, et en particulier aux abeilles. Donc il y a encore un vrai travail à faire, mais oui, je parle d'hypocrisie, puisque les États sont allants sur la loi, mais pas pour l'appliquer, dans tous les cas de façon harmonisée. Il y a l'action des lobbies aussi, de l'agrochimie peut-être, une certaine Bien porosité sûr, des bien États sûr, membres. je pense qu'il ne faut pas se voiler derrière voilà, un problème majeur aujourd'hui, c'est que l'agrochimie pèse du point de vue économique sur nos territoires et qu'ils font pression sur les États pour effectivement faire en sorte que les directives ne soient pas forcément respectées, et c'est le cas aujourd'hui. Mais il en va de l'avenir de l'Europe et de la planète, donc, et ce n'est pas un souci mineur. Je pense qu'il faut faire des choix entre la financiarisation de l'économie ou la santé humaine. Il faut que les décideurs politiques des 28 aujourd'hui et des 27 demain prennent leurs responsabilités réellement. D'autant que cette semaine, il y a eu une revue scientifique qui s'appelle Biological Conservation, qui a sorti une étude qui est un petit peu inédite et qui fait un peu froid dans le dos, si je puis dire. Elle met en évidence la possible extinction des insectes de la planète d'ici 100 ans si nous continuons avec on va dire, la forme actuelle d'utilisation des pesticides. Ça veut dire que la survie des écosystèmes est en danger et éventuellement aussi celle tout simplement du genre humain. Comment fait-on aujourd'hui pour prendre à bras le corps ce sujet qui est devant nous, c'est pour demain 100 ans? Ah ben oui, c'est-à-dire que cette étude-là vient renforcer ce que nous disons depuis des années, donc à certains ici dans ce Parlement, c'est qu'il faut que les politiques publiques mises en œuvre soient conditionnées donc par des indicateurs bien précis. Et on appelle ça le développement durable. Si aujourd'hui, au sein de l'ONU, en 2015, 192 États dans le monde ont voté les 17 objectifs de développement durable qui prennent en compte tous ces problèmes-là, de la biodiversité jusqu'à la santé humaine, ce n'est pas pour rien. C'est un objectif qui nous engage, qui nous oblige, et nous devons mettre en œuvre toutes nos politiques publiques au regard de ces enjeux-là. L'enjeu climatique, on va voter tout à l'heure un document sur la cohésion et on met 30% d'exigence de conditionnalité des aides publiques sur le climat. Et il faut que, comme on le fait sur le climat, on conditionne pour toutes nos politiques publiques. Cohésion, la politique agricole commune, il faut aller vers une agriculture beaucoup plus raisonnée et sensible dans tous les cas à la question de l'aliment et de la santé humaine, comme aux enjeux de la biodiversité. Il faut effectivement mettre des zones enherbées. On sait aujourd'hui ce qu'il faut faire, mais il faut, dans nos politiques publiques, tendre vers, en prenant en compte que cette question de disparition des insectes est un indicateur majeur. Vous savez qu'en matière alimentaire, un tiers de l'alimentation mondiale est produite par la pollinisation. Et si les pollinisateurs disparaissent, on pourra toujours s'alimenter, mais la qualité alimentaire que nous aurons ne sera pas au rendez-vous de l'enjeu de la santé humaine. Donc c'est un cercle vicieux. On parle de circulaire, d'économie circulaire, c'est une réalité, mais il faut que chacun prenne la mesure de ces questions-là, mais il faut qu'on agisse aujourd'hui. On ne peut plus se permettre, mais c'est un choix, je le redis, soit c'est la financiarisation, et là on voit bien la limite d'un système économique et social, on a un pseudo-néolibéralisme, il faut qu'on revienne de la régulation à ce qu'on appelle de la transition juste qui impacte toutes nos politiques publiques. Ce n'est pas que la cohésion, ce n'est pas que l'agriculture, mais c'est les mobilités, les transports, l'industrie, c'est tout ce qui touche à notre quotidien, revenir sur la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air. Et donc ça veut dire que chaque acteur agissant sur le milieu donc, et sur l'écosystème doit prendre la mesure de sa responsabilité, du citoyen de base au plus gros industriel. Et c'est ça l'enjeu qui est devant nous, et nous devons, nous, en tant que politique, faire des lois qui tendent vers ce système-là d'un équilibre, finalement, de transition juste, qui permettent le bon développement, donc équilibré, de l'individu dans son milieu. Et c'est la définition même du mot de l'écologie. Et je crois que c'est essentiel, ce n'est pas qu'un terme fumeux ou de marketing, c'est un enjeu majeur d'équilibre donc planétaire. Un dernier mot sur la politique agricole commune que vous avez évoquée rapidement, celle qui est en œuvre actuellement au niveau européen, elle est largement productiviste, elle est plutôt libérale d'inspiration. Est-ce qu'on peut croire à une évolution de cette politique agricole commune, la PAC, vers un modèle un peu plus vertueux à court terme ?
Oui, moi, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est le débat que nous avons sur le projet de PAC, le projet de réforme qui est sur la table, hein. En l'état, la proposition de la Commission, de mon point de vue, n'est pas à la hauteur des enjeux que nous venons de pointer. Il faut effectivement conditionner les aides de la politique agricole commune vers un modèle agricole de transition qui prenne en compte tous les sujets que nous venons d'évoquer. C'est-à-dire une agriculture beaucoup plus soucieuse de la qualité alimentaire, qui crée le lien entre l'agriculture, l'aliment produit et la santé humaine, c'est-à-dire donc, et qui prenne en compte la question de l'eau, des sols donc, et de l'air. C'est-à-dire une agriculture de proximité, dite familiale, on va dire ça comme ça, qui à la fois intervient le moins possible sur le milieu et préserve le milieu, produit des aliments de qualité, d'une part, et permettent de générer de l'activité et de l'emploi sur nos territoires. Parce qu'il en va aussi de l'ensemble des équilibres territoriaux entre l'urbain, le périurbain et le rural. Et il faut que la PAC en devenir prenne la mesure de ces questions-là qui sont globales et dans les aides qu'elle conditionne, c'est le cas de le dire donc, l'agriculture de demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour tout savoir sur la politique environnementale et agricole européenne, un seul site, le nôtre, www.touteleurope.eu. À très bientôt.